Grâce aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a désormais retrouvé le sourire. Elle peut enfin s'afficher avec des dents toutes blanches. Pays en paix vaut mieux que 1000 pays en guerre. Peace and love. Le soleil se lève sur notre pays. Ce n'est pas un rêve, c'est bien notre patrie. Unissons nos voix, désarmons nos esprits, pour que le monde voie la Côte d'Ivoire qui grandit. S'il vous plaît, sous vos ovations, le colonel Ali. Mon colonel, soyez la bienvenue. Le colonel Bensala, le colonel Abaï. La vie, c'est le venez voir, c'est le vie, c'est là. En Côte d'Ivoire, pays d'où faut être poigné, à force d'y croire. Le colonel Gueye Coré, sous vos ovations, mesdames. Le navire d'Ivoire à la paix arrive. C'est un forum d'échange, une conférence consacrée à la culture de la Alors paix. venez voir mon Formation pays qui sera prononcée par un spécialiste émérite, le professeur Gueye Coré, ici présent, que nous vous demandons d'ovationner s'il vous plaît. Merci. Nous invitons le colonel Koulibaly Karim pour son mot de bienvenue. C'est un grand plaisir pour le directeur de la formation et de la documentation de mettre à la disposition de l'AFETSI en ce jour notre modeste cadre, mais combien riche de beaucoup de souvenirs de notre administration. Le thème qui nous réunit ici en ce jour, culture et paix, est plus que d'actualité, tant la soif de la réacquisition de la paix est aujourd'hui une des préoccupations majeures pour les dirigeants de notre pays. En effet, vous les femmes êtes les plus vulnérables lorsque surviennent les atrocités de la vie humaine. C'est donc vous qui savez mieux que quiconque l'importance d'être en paix. Je ne doute pas un instant que vous mettrez tout à l'heure vos cœurs de mère, soucieuses d'une paix durable, à rechercher les solutions idoines, que dis-je, les voies et moyens, non seulement pour retrouver la vraie paix, mais pour en faire une pratique quotidienne dans nos maisons, nos lieux de travail et dans notre pays. Les conclusions de vos travaux sont attendues avec beaucoup d'intérêt par ma direction, qui pourrait en faire un module de formation, car rien ne peut se faire sans la paix. Plein succès à vos travaux et paix pour chacune d'entre vous. Paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le moment est venu d'écouter celle qui préside aux destinées de l'AFETSI, celle qui récemment a été élue par acclamation de tous les membres. Elle est sous-directeur des régimes spéciaux. J'ai nommé colonel Alice Ouattara Niébéi, notre présidente. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole en cet instant pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de rehausser de votre présence effective cette séance de formation. Votre présence atteste votre soutien total aux activités de l'AFETSI. La devise de notre amicale est « Solidarité, dignité, excellence ». Et son slogan « L'AFETSI pour une douane toujours performante ». Après une période de léthargie due à la douloureuse crise post-électorale,
nous reprenons enfin nos activités. C'est à juste titre que nous avons choisi le thème culture de la paix. Thème qui colle à l'actualité de notre pays. En effet, chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, a subi un traumatisme pendant cette crise. Notre environnement familial ou socio-professionnel a été également ébranlé. Cette formation, nous en sommes convaincus, nous aidera à surmonter les différents chocs pour aller à la réconciliation. Chers membres de la FETSI et chers collègues, chers invités, j'espère que nous trouverons dans les enseignements qui seront donnés par le spécialiste au cours de cette formation des éléments qui permettront de lever les derniers blocages qui constituent pour nous encore des freins pour aller au pardon. Nous souhaitons une participation intense de votre part et espérons qu'à la fin de cette formation, nous pourrons contribuer à la réconciliation, gage d'une paix durable qui s'impose à tous. Je vous remercie. Je ne peux pas avoir la prétention de vous faire accepter de la culture de la paix en une demi-journée. C'est impossible. La paix, on ne l'accepte pas à coups de chansons, à coups de slogans. Parce que la paix, elle commence par un combat contre l'adversaire le plus terrible que l'être humain puisse connaître, c'est-à-dire lui-même. Ce n'est pas les autres. Satan, dont nous parlons souvent, nous avons des problèmes avec ce monsieur, parce que nous croyons qu'il est en dehors de nous. Il est tellement en nous que nous ne le voyons pas, et c'est ça qui fait son caractère redoutable. Donc à partir de là, on ne peut pas prétendre en une demi-journée faire accepter la culture de la paix. Elle regardait dans le document qui va vous être distribué tout à l'heure et elle a vu une photo qui s'est passée dans un restaurant en Thaïlande où des gens avaient pour viande préférée, c'est un grand restaurant, dernier cri, où les gens avaient pour repas préféré les bébés morts-nés. Et elle a attrapé sa tête. Elle dit, mais comment c'est possible? J'ai dit, c'est justement ce qui surprend. Ce qui est surprenant, c'est que nous sommes tous des hommes, mais nous n'avons aucune idée de ce que l'homme est capable de faire. Et le jour qu'on se retrouve devant de telles situations, on demande comment est-ce que ça c'est possible. Mais il est bon de savoir que c'est possible. Ça vous surprend. Mais c'est votre méconnaissance de l'être humain et de son psychisme qui fait que vous êtes surpris de voir cela. Donc, monsieur le directeur, vraiment mon souhait est que vous vous considérez comme propriétaire de cette formation. Vous en êtes le propriétaire. Tout dépendra de vous. De mon côté, vous pouvez compter sur ma bonne volonté. Mais les Ivoiriens ont besoin d'une chose, les hommes et les femmes ont besoin d'une chose, c'est d'être véritablement instruits sur la culture de la paix. Je parle de la vraie paix. Vous ne pouvez pas être en paix avec les autres quand vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous ne pouvez pas vous lancer des slogans. Quand vous ne savez pas comment le psychisme de l'être humain fonctionne, vous ne pouvez pas parler de paix. Vous vous trompez en trompant les autres. Madame, la culture de la paix. Le premier thème sur lequel nous allons peut-être nous arrêter aujourd'hui, c'est la connaissance de soi. Et je ne suis pas venu faire de grands discours. Je vais donner quelques exemples. Pour montrer à quel point nous ne faisons aucun effort même pour nous connaître nous-mêmes. Pourtant, nous avons des occasions
de nous connaître. Tout à l'heure, le photographe a pris beaucoup de photos dans la salle d'attente où nous étions. Évidemment, il cherche l'argent. Mais quand il prend les photos, il les prend sous tous les angles. Il y avait des photos dans la salle, mais je sais qu'il a pris beaucoup de photos dehors aussi. Et que quand nous allons sortir d'ici, à midi ou à 13h, eh bien, on va voir ces photos-là étalées. Chacune d'entre nous va mettre la main dans sa poche pour payer les photos. Mais ces photos, nous allons les regarder avant de les acheter. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des photos qui sont bien nos photos, mais que nous allons dépasser. Et ce n'est pas toujours parce que nous n'avons pas d'argent. Bien souvent, c'est parce que ces photos-là, on ne veut pas les garder sur nous, on ne veut pas les voir. Parce que d'après nous, le photographe, il n'a pas pris une bonne photo. Mais qu'est-ce qu'une bonne photo? Une bonne photo, c'est la photo où on voit que nous sommes beaux ou nous sommes une belle femme. Ça, c'est une bonne photo. Mais la photo qu'on m'a pris de profil, alors que moi je sais que de profil, c'est pas du tout ça. Si je vois cette photo-là, je vais la dépasser. Comme si ce n'était pas moi. Et pourtant, c'est bien moi. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui nous entourent subissent un supplice à longueur de journée. Parce que ces gens-là nous regardent sous tous les angles. L'angle sous lequel on ne veut pas se voir. On va laisser la photo là. Il m'a mal photographié. Mais cet angle-là, nos voisins subissent ça à longueur de journée. Parce que les gens nous regardent de profil, de face, de dos. De tous les côtés, ils nous regardent. Comme ça, comme ça. Voyez-vous? On fait subir un calvaire à notre entourage. Est-ce que ça, on est conscient de ça? On ne sait pas. On ne sait pas qu'on fait souffrir les gens, mesdames. Les gens qui nous regardent sous tous les angles, on les fait souffrir à longueur de journée. Mais on n'en est pas conscient. À plus forte raison, notre manière de parler. À plus forte raison, notre manière de regarder les gens. Oui, notre manière de regarder les gens. Nous ne savons pas l'effet que nous faisons sur les gens en les regardant. Dans le document, il y a un chapitre sur l'agressivité sur lequel on aura l'occasion de revenir si on se revoit. Je sais comment se revoir. Quand vous regardez quelqu'un, le sentiment qu'il habite, quand il subit votre regard, vous ne le savez pas. Je vais vous raconter l'histoire d'un oncle qui était vieux et vous savez, quand on vieillit, les dents font ce qu'elles veulent. Donc, il y a une dent qui s'était élevée et qui l'empêchait maintenant de fermer véritablement sa lèvre. Lorsqu'un jour, à la veille des fêtes de janvier, une de ses filles demande une nouvelle paire de chaussures. Donc, le vieux, comme il n'a pas beaucoup d'argent, il lui dit, écoute, est-ce qu'on ne peut pas cirer tes chaussures là pour la fête? Elle dit non. Quand on dit la fête là, c'est les nouvelles chaussures. Et en disant ça, elle riait. Alors qu'il n'y avait rien de comique là. Parce que le vieux, il sait ce qu'il y a dans sa poche. Mais pourquoi elle riait? Parce qu'elle croyait que son père riait. Puis il est tout le temps comme ça. À cause de la dent qui ne peut pas se fermer. Donc son père lui a dit, c'est ma dent qui est comme ça là, c'est elle qui fait que je suis comme ça. Sinon je ne ris pas. Je ne ris pas. Donc vous voyez, même l'expression du visage.
Il y a des gens qui ont des visages sympathiques. Il y a des gens qui ont l'expression du visage antipathique. Mais ils ne font pas exprès. C'est la forme de leur visage qui est comme ça. Mais vous qui les regardez, vous vivez une atmosphère de sympathie ou d'antipathie, selon la personne qui vous regarde et qui véhicule cette atmosphère d'antipathie. Est-ce qu'elle fait exprès? Elle ne fait pas exprès, c'est sa figure qui est comme ça. Donc voilà quelqu'un qui agresse les gens sans le vouloir. C'est parce que c'est son visage qui est comme ça. Il ne fait pas exprès, ou elle ne fait pas exprès. À première vue, vous allez la trouver antipathique avant même de l'avoir observée dans les comportements qu'elle peut produire. Donc l'être humain a un problème. C'est la connaissance de lui-même. L'être humain a un problème. Il ne sait pas pourquoi on lui demande d'être humble. Et je ne vais pas par 4 chemins. S'il y a les guerres, c'est parce que les gens ne sont pas humbles. S'il y a la guerre dans la famille, c'est parce que l'humilité n'habite ni monsieur ni madame. Sinon, il suffit qu'il y ait un qui soit humble pour qu'il n'y ait pas de conflit dans la famille. Et tous les êtres humains devraient être humbles. C'est-à-dire penser, admettre qu'ils ne sont pas les meilleurs sur tous les plans. Je ne suis pas le meilleur dans la salle où nous sommes ici. Ni intellectuellement, ni physiquement. Je ne suis pas le meilleur. Parce que physiquement, si on nous demande de nous lever, ben, y a des gens qui vont me dépasser. Je me retrouverai en bas. Donc voilà un point de vue déjà où je ne suis pas le meilleur. Je suis petit par rapport à certains et certaines. Je dois être humble. Parce que je ne suis pas le plus grand. Je dois être humble également parce que je ne suis pas le plus intelligent. Votre collègue qui parlait tout à l'heure a dit que je fais des recrutements pour la CIE. Mais hier, on était à un test où des messieurs d'un certain temps ils sont venus, ils sont agents de zone, ils veulent devenir facturiers. Et donc, ils ont eu une première petite épreuve. Et quand mes filles leur faisaient la démonstration pour les exemples, il y a un qui a dit, oh, mais le monsieur là, il nous prend pour des enfants. Ça, c'est un truc pour les enfants, c'est pour s'amuser. On lui a dit, monsieur, soyez patient, c'est un exercice que vous allez faire. Ça, ce sont les exemples. Il dit, ah bon. Ils ont commencé l'exercice. 10 minutes après, il a commencé à regarder le plafond parce qu'il a atteint un degré où il ne pouvait plus avancer. Et le même revient, il me dit, monsieur, votre truc là, ce n'est pas pour les enfants. Hein. J'ai dit, ah bon? Il faut être humble. Parce que ton intelligence, tu vas te rendre compte des limites de ton intelligence quand tu vas voir certains exercices. Nous ne sommes pas humbles. On croit qu'on sait tout. Monsieur le directeur, on croit qu'on sait tout. Le problème que nous avons, le problème que les êtres humains ont, c'est qu'ils croient qu'ils savent tout. Qui peut tout savoir aujourd'hui? Au 16e siècle, on parlait des savants. On parlait des gens qui étaient savants en physique, en chimie, en géographie, en histoire, etc. Mais aujourd'hui, qui peut aligner tout ça? La science a tellement fait de progrès
que quand tu es dans un domaine, si tu veux vraiment connaître, tu restes là-bas. Moi, j'ai fait la psychologie clinique. C'est largement suffisant. Je ne peux pas aller m'aventurer en histoire, en géographie, où il y a des choses compliquées, en droit, en comptabilité. À plus forte raison, en physique et en chimie, je ne veux pas tout savoir. La vie que nous vivons, 65 ans, 75 ans, les plus chanceux, 85 ans, ça ne suffit pas pour savoir tout ça. Donc, monsieur le directeur, du point de vue du savoir même, on doit être humble avec les autres. Si nous sommes humbles, nous créons les conditions du dialogue. L'humilité crée les conditions du dialogue dans la famille et dans la nation. Vous pouvez prendre tous les aspects de la personnalité. La personnalité, pour les psychologues, elle a plusieurs dimensions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la dimension physique. Je vous ai dit que si on se lève, il y a des gens qui seront plus grands que moi, qui sont plus grands que moi. Il y a la dimension affective et la dimension motrice. La dimension motrice, vous savez que nous sommes différents de ce point de vue. Que quand les mamans que vous êtes, vous savez que quand les bébés viennent au monde, dès le premier jour, déjà, il y a des petits dans leur berceau, ils commencent à faire des petits mouvements pour revendiquer quelque chose. Pendant ce temps, il y en a d'autres. Il faut aller les bousculer. Il faut les obliger. Il faut presser le sein dans leur bouche pour qu'ils puissent téter. Pendant ce temps, d'autres petits eux-mêmes, tchac, ils attrapent. Ils attrapent. Donc nous sommes différents. Du point de vue du développement de notre motricité, nous sommes différents. Du point de vue du développement de l'affectivité, nous sommes également différents. L'affectivité, qu'est-ce que c'est? C'est la qualité des émotions que nous allons éprouver devant une situation. Je vous ai dit tout à l'heure que Mme Yaoundé est là, je suis tranquille. Mme Lanro, mon grand frère, est là, je suis tranquille. Mon affectivité fait de moi quelqu'un qui a besoin d'être entouré pour me sentir en sécurité. Donc, l'être humain va de la situation d'indépendance totale à la situation de dépendance totale. Et puis, il y a les intermédiaires. Il y a des gens qui sont indépendants et il y a des gens qui sont dépendants. Monsieur le directeur, vous savez qu'on ne fait pas passer des tests psychologiques aux femmes avant de nous marier. Si bien qu'il vous arrive de prendre une femme et de découvrir après qu'elle est totalement dépendante ou qu'elle est totalement indépendante. C'est selon. Mais vous avez maintenant à gérer la situation. Parce que vous n'allez pas la chasser parce qu'elle est dépendante ou parce qu'elle est indépendante. Pour pouvoir vivre ensemble, vous devez la connaître et savoir que vous avez une situation à gérer. Et le plus difficile pour chacun d'entre nous, c'est la gestion des gens avec lesquels nous vivons. Vous avez des gens qui veulent transformer les gens, monsieur le directeur. Ils se disent, ma femme, je vais l'étudier, je vais la transformer. Vous ne pouvez transformer personne, je vous le dis maintenant. Vous ne pouvez pas transformer les gens. Vous devez faire un effort vous-même pour vous adapter aux gens. Ce que vous avez à faire, c'est un effort d'adaptation. C'est-à-dire, la balle est dans votre camp, au lieu de la mettre dans le camp de l'autre. Commencez à mettre la balle dans votre camp. À vous demander quel effort vous faites pour vivre avec cette personne qui a besoin de vous.
Les gens avec qui vous êtes sont des gens qui